Face au monde machine, une série de podcasts présentés par Floraison avec les animaux politiques de Pièces et Main-d'œuvre. Bonjour, bienvenue sur Floraison. Vous écoutez Face au monde machine, un entretien technocritique au long cours avec les Grenoblois de Pièces et Main-d'œuvre. C'est le 16e épisode de la série. Et si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, arrêtez tout. Commencez par le premier, sinon vraiment là vous allez être perdu. Si vous avez suivi jusqu'à présent, bienvenue. Comme annoncé précédemment, les épisodes 14, 15, 16 et 17 forment un chapitre entier consacré à l'eugénisme et au transhumanisme. On y parle de la fabrication artificielle industrielle des êtres humains, l'incarcération définitive et biologique de l'homme-machine dans le monde machine. Dans les deux précédents podcasts, nous avons parlé de la loi 2021 relative à la bioéthique, de PMA, du marché des bébés produits. Dans l'épisode d'aujourd'hui, intitulé « Dans les incubateurs de mère-machine », on va voir que la question de la technologie et l'artificialisation du vivant divise les féministes. D'un côté, celles qui s'opposent aux techniques déshumanisantes de reproduction et à l'ingénierie génétique, et de l'autre, les techno-féministes, cyberféministes, féministes mutantes, etc., qui quant à elles réclament et même revendiquent ces progrès scientifiques et industriels. Et puis enfin, on parlera des applications transhumanistes de toutes ces technologies. Bonne écoute. Dans vos ouvrages, vous citez néanmoins des féministes qui ont compris que la technologie est politique et qui s'opposent de fait à cette technologie, notamment Correa. Gina Correa, ouais. Et puis Céline Lafontaine. Oui, alors elle se définit pas comme féministe, mais peut-être que si. Des groupes, ça fait du bien. Voilà. Oui. On les connaît pas. On les connaît peu. Nous, on les a exhumés justement en travaillant sur ces questions-là, en cherchant un petit peu si quand même il n'y avait pas eu des mouvements féministes ou des auteurs qui s'étaient exprimés sur la question. Et c'est comme ça qu'on a déterré le FINRAJ, donc qui est un acronyme, mais pour désigner un groupe de féministes. Internationales, des femmes qui étaient des 5 continents et qui sont réunies à plusieurs occasions qui éditaient des textes, qui travaillaient sur des textes, et puis qui ont eu quelques moments de rencontre dans les années 80 et qui ont produit des déclarations. C'était l'époque où et elles ont produit des déclarations pour expliquer que, en effet, les technologies de reproduction artificielle, pour elle, était issue d'une vision du monde et du corps et des humains comme des machines. Et déjà, elles employaient ce terme, donc c'était vraiment intéressant de voir qu'elles avaient tout de suite vu l'enjeu que nous, on a repéré après, et donc dénonçant en fait un surcroît d'oppression, en l'occurrence pour les femmes, toujours plus soumises à l'industrialisation, effectivement, de fonctions humaines naturelles, corporelles, quoi. Oui, enfin, elle, ce qu'elle remettait en cause, c'était le pouvoir médical assimilé au pouvoir masculin, au pouvoir mâle, ce qui mériterait un examen plus sérieux. Oui. Mais pas seulement, parce que leur déclaration va au-delà de ce truc un peu caricatural. Elles ont vraiment une vision de la trajectoire, justement, dont je parlais tout à l'heure, et du fait que, ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire des fonctions corporelles naturelles sont en quelque sorte extériorisées pour pouvoir être machinées. C'est vraiment ça la logique à l'œuvre. Et en fait, il y a des femmes encore antérieures à celle-là. C'est Marie-Jo Bonnet et Françoise Daubonne. Bon, Marie-Jo Bonnet, je ne la connais pas. On a lu ce qu'elle écrivait. On a des rapports indirects cordiaux. Françoise Daubonne, je l'ai connue.
puisqu'elle est venue à Grenoble, on a parlé, enfin quand elle vivait, il y a longtemps, l'été 77. Mais je sais qu'on avait parlé de la grève des ventres. Ça, je m'en souviens très bien. Parce on était tous les deux opposés à la surpopulation, à la démographie. Ça nous semblait être une des parts du problème écologique. Et on en avait parlé de ça. Et Françoise Daubonne, qui est la grande mère de toutes les écoféministes, puisque c'est elle qui a inventé le terme, de toutes les sorcières contemporaines, était farouchement anti-lapiniste et anti-reproduction artificielle. Je reviens sur la question transhumaniste un moment. Bon, alors on disait que là, on passe on passe d'un critère pathologique à un critère simplement de facilité qui ressemble quand même furieusement au projet transhumaniste. La comparaison que j'avais faite à un moment, c'était de dire c'est comme ces transhumanistes qui décident de s'amputer d'une jambe pour se greffer une jambe bionique. Il ne s'agit pas de corriger un handicap, mais c'est le fait d'avoir des jambes qui soient plus performantes. Hein, c'est un peu, si tu es valide et que tu accèdes à des technologies dites de réparation, en fait, tu t'augmentes. Bon. Et puis aussi, il y a quelque chose qui est frappant, c'est que dans le monde transhumaniste, l'idée, c'est quand même largement... Bon, bien sûr, on retrouve le principe de remplacer le naturel par le planifié. Ça, c'est le principe transhumaniste fondateur. Bon, là, on est vraiment dedans au moment de la naissance. Et puis, eux, ils l'appliqueront de la naissance à la non-mort. Bon, donc, on est bien dans cette logique-là. C'est-à-dire ni naissance ni mort, mais fabrication et perpétuation éventuelle sous une forme à définir. Mais donc, c'est suppression de la vie, en fait. Hein. C'est des biophobes, les gens qui veulent supprimer la vie. Ce qu'on retrouve toujours dans le principe transhumaniste, c'est l'idée d'éliminer l'intervention humaine au maximum, et de la remplacer autant que possible par des fonctions machinales plus efficaces. Là, ce qu'on voit, c'est intéressant, c'est que la loi votée en France en 2021, donc PMA pour toutes les femmes, ça signifie qu'on a réussi à supprimer les hommes. L'intervention des hommes n'est plus reconnue, hormis encore provisoirement sous la forme de fournisseurs de matières premières. Mais ça, c'est aussi voué à évoluer. Mais donc là, on arrive à la possibilité d'avoir une génération, enfin des enfants qui sont nés sans l'intervention d'un homme. Donc ça, c'est première étape. Et puis, bien sûr, l'étape d'après, ça sera de supprimer la mère également. Et donc là, effectivement, c'est la question de l'utérus artificiel qui n'est pas du tout abandonnée. Hein. Les labos y bossent depuis des années, ils font des progrès. Il y a plusieurs universités américaines qui ont réussi à maintenir en vie des chevreaux. Et puis, ouais, ils ont travaillé sur des animaux, donc dans des espèces de couveuses. C'est pas des couveuses, c'est des sacs en plastique remplis du liquide nécessaire, etc. Bon, donc là, on arrive de plus en plus à les maintenir loin. Alors, c'est rigolo parce qu'on travaille des deux côtés, c'est-à-dire qu'il y a le fait de pouvoir avoir des embryons fabriqués donc in vitro et puis de ne pas les implanter tout de suite. On fait des travaux sur le fait de les mettre dans des petits bocaux, je ne sais pas trop exactement, mais avec couverts de cellules endométriales, et donc on arrive à les faire s'accrocher. Donc c'est un début de vie de ces embryons hors d'un utérus maternel. Ça, c'est le début. Et puis sur la fin, on sait maintenant, à partir de 24 semaines, maintenir en vie donc, des fœtus jusqu'à la fin. Donc on a fait pour des chevreaux et puis d'autres animaux. Donc on travaille comme ça à rejoindre, si on arrive à rejoindre les deux bouts, ça y est, on pourra commencer à envisager une gestation extra-utéro. Donc là, ça y est, on éliminera l'intervention de la mère et on aura enfin des enfants
produits entièrement en laboratoire. Et donc la reproduction cyborg, le rêve de Donna Haraway, la cyberféministe, et enfin on pourra s'en remettre entièrement à la mère machine et envisager une vie délivrée de toute contingence organique, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a vraiment un refus de l'organique chez les transhumanistes et chez certaines féministes cyberféministes, avec une biophobie incroyable et une phobie de l'organique, du corps. Il y a ce transhumaniste américain qui est un bioéthicien. C'est marrant le nombre de bioéthiciens qui sont transhumanistes. Ça aussi, ça nous intéresse sur la question de la bioéthique. Fletcher, il s'appelle, et qui dit que l'utérus est un endroit sombre et dangereux. Donc, on en avait parlé, je crois. Et qui justifie le fait qu'il faut évidemment non seulement délivrer les femmes de la grossesse, mais délivrer les fœtus de l'utérus. Oui, parce que c'est vrai qu'on a parlé de féministes technocritiques, mais on n'a pas parler d'autres féministes radicales. Je pense à Valérie Solanas, je pense à Firestone, qui pensent délivrer, mettre un terme au patriarcat par l'automation totale de la société, et notamment la reproduction. C'est Donna Haraway qui parle de reproduction cyborg, qui serait enfin la délivrance, pas seulement d'une contingence organique, mais aussi qui serait, selon elle, la condition pour arriver à une égalité entre les hommes et les femmes. Il est sous-entendu que le fait que les femmes portent les enfants introduit une inégalité dans leur... Alors moi j'imagine que c'est une inégalité qui est... on en parle souvent dans la question du fait des carrières, du travail, etc. Mais enfin moi j'ai quand même... je garde en tête l'inégalité incroyable qui est que les hommes ne peuvent pas faire d'enfants. Et Dieu sait si ça a donné lieu à des mythes, à des rites, les rites de Couvade et ainsi de suite. Et au fait que dans plein de civilisations et de récits mythologiques, les femmes sont considérées comme des êtres incroyables parce qu'elles ont ce pouvoir de donner la vie. Donc, à inégalité et demie. Mais si on raisonne d'un point de vue libéral et même, je dirais, de la performance et de la réussite et de la carrière, en effet, le fait de porter des enfants et de les mettre au monde, ça interrompt momentanément le parcours professionnel et donc c'est considéré comme une injustice, quoi. Et c'est d'ailleurs Peggy Sastre, qui est digne héritière de ces cyberféministes américaines et qui faisait partie d'un groupe qui s'appelait les Mutantes, et qui disait que les femmes ne seront pas libres carrément, elle parle même pas d'égalité, mais elle parle de liberté. Les femmes ne seront pas libres tant qu'elles auront un utérus. Donc le combat, c'est la désutérinisation, c'est dur à dire, qui consiste à libérer les femmes en leur ôtant leur utérus et en leur ôtant même, je pense, toute fonction reproductive, enfin évidemment. On pourrait même aller au-delà, on pourrait aussi leur supprimer des tas de trucs qui les entravent. On pourrait imaginer sur le même modèle qu'on pourrait libérer les peuples en supprimant les peuples. Mais bon, l'idéal, c'est d'aboutir à une société unisexe. Ou de liberté de forme. Oui. Oui, mais tu retombes sur le problème de Là, le problème, c'est la question de la gestation, qui est un handicap. Tu peux dire que tu es un homme et que tu vas porter des enfants, puisque ça semble être une trajectoire aussi, mais tu seras donc handicapé par ce fait-là. Non, je m'étais fait alpaguer à l'issue d'une causerie qu'on avait faite dans le Trièves par une jeune femme qui était très remontée par nos propos sur le sujet, qui disait « Oui, mais quand même, 9 mois sans vie sociale, on ne peut pas boire d'alcool, on ne peut pas sortir, etc. » Et j'étais abasourdi. Je disais, oui, c'est un enfant. Puis après, tu sais, il va falloir le changer, il va falloir le nourrir, il va falloir lui donner le biberon, il va falloir... Et ça lui déplaisait profondément. Je dis, écoute, prends un chien, quoi. Prends un chat ou... Un gosse, tu peux pas le mettre simplement sur la cheminée puis, pour faire joli, quoi. Il faut ça... J'étais abasourdi. Je me disais, mais j'aurais jamais pensé de ma vie avoir affaire à de pareilles objections et avec vraiment un accent de conviction et d'indignation. Tu vois, j'ai bien le droit d'avoir des enfants sans les faire.
Et sans m'en occuper. Bon, mais d'autant plus que la technologie le permet et fait émerger cette revendication-là. C'est de ça qu'on parle depuis le début. C'est-à-dire que tout ce que vous êtes en train de revendiquer, de réclamer, c'est juste parce que la technologie le permet et vous a donné l'idée que vous devriez avoir cette envie-là. C'est encore une fois. Et d'ailleurs, c'est Delfrécy lui-même, donc le président du comité d'éthique, qui le dit dans un entretien. Il dit « Dès qu'il y a une offre, il y a une demande ». En parlant de reproduction, pas en parlant de téléphone portable, mais c'est la même chose. C'est la filière inversée. C'est exactement. Donc, en fait, tout ce que ces gens font, c'est simplement courir derrière la technologie. Et bien sûr, le fait qu'on vienne titiller chez eux tous les mécanismes qui vont faire émerger la demande. On vient jouer sur des choses qui sont préexistantes, des désirs, des pulsions qui sont là de toute éternité chez les humains. Alors c'est intéressant de parler de la question du désir parce que justement il y a eu un problème au moment des débats donc sur la loi pour la PMA pour toutes parce qu'on n'a pas le droit de parler de droit à l'enfant. Le droit à l'enfant c'est évidemment tabou puisque la personne humaine étant réputée inaliénable, personne n'a droit à personne. On n'a pas le droit d'avoir un esclave, on n'a pas le droit, on n'a pas un droit à l'enfant, on n'a pas un droit au conjoint, on n'a pas un droit. Enfin bon, bref. Les seuls qui ont éventuellement un droit, c'est les enfants qui ont le droit d'avoir des parents, mais c'est au nom du droit de l'enfant. C'est particulier. Bon, c'est à part. Donc, comment justifier le fait de mettre à portée de toutes les femmes, en dehors de tout cadre pathologique, la possibilité d'avoir un enfant? Bon. Alors, on a essayé la question de l'égalité, qui est là encore une façon incroyablement tordue de présenter les choses, puisque le raisonnement était le suivant, puisque les hétérosexuels en couple ont le droit d'avoir des enfants, alors les femmes seules et les homosexuelles femmes ont le droit d'en avoir aussi. Pour arriver à raisonner comme ça, ça veut dire que qui dit droit dit qu'il y a une inégalité. Et on parlait de discrimination. Mais il n'y a pas de discrimination dans la nature. On est d'accord. La nature ne discrimine personne, car la nature n'a pas d'intention. Sauf si on pense que la nature est un être supérieur qui a ses propres raisons et qui... bon, mais c'est pas notre cas, parce que la nature, c'est la nature, point barre. Elle n'a pas d'intention. Simplement, dans la nature, il faut des gamètes mâles et des gamètes femelles pour se reproduire, à quelques exceptions près de parthénogenèse et compagnie. Mais en général, c'est comme ça que ça marche. Donc, mais il n'y a pas d'intention. Donc la nature ne discrimine pas. Donc qu'est-ce qui discrimine, en fait, réellement ? C'est le fait que l'accès à la technologie ait été conçu pour répondre à des problèmes de santé et d'infertilité, pour donc corriger la nature. Elles peuvent faire des enfants comme n'importe qui. Oui. Simplement, elles ne veulent pas faire des enfants comme n'importe qui. Oui. Parce qu'elles ne veulent pas faire des enfants avec des hommes. Donc, elles sont les chevaux de Troie de l'impérialisme technologique et elles réclament la reproduction artificielle et elles réclament de pouvoir profiter de la reproduction artificielle comme si elles ne pouvaient pas avoir d'enfants. En fait, mais c'est une fiction. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y aurait discrimination si... Comme lesbiennes ou femmes célibataires, elles pouvaient avoir des enfants. Elles ne pouvaient pas avoir d'enfants parce qu'elles étaient infertiles. Et qu'on leur dise, bah non, vous n'avez pas le droit à l'accès à la PMA parce que vous êtes lesbienne. Ça, ce serait de la discrimination. Mais personne n'a jamais dit ça, évidemment. Donc, en fait, la question de l'égalité, elle n'existe pas dans la biologie. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la technologie d'introduire une égalité artificielle, technologique. Voilà, c'est là qu'est l'astuce en quelque sorte. Bon. Mais évidemment, sur ce même modèle, si on veut résoudre les discriminations liées au racisme, il faut que la technologie produise des individus indifférenciés, si on suit la même logique, c'est-à-dire tous de la même couleur, etc. Si on veut supprimer les problèmes de grossophobie ou de discrimination liée à l'apparence, alors il faut fabriquer des individus tous du même calibre, standard. Certains disent d'ailleurs que c'est ce que ça va régler. Ça va régler le problème
Justement, des inégalités. Oui, parce qu'effectivement, si on peut faire des enfants sur mesure, comme le font déjà les Américains en partie, alors on peut choisir ses enfants. Mais là, dire que ça va régler les problèmes d'inégalité, non, parce que chacun sait qu'en matière de consommation, il y a toujours la question de la rivalité mimétique et de la manière dont on se distingue. Il y a toujours une recherche de distinction, évidemment. Donc là, on va rentrer dans un domaine intéressant qui est les cliniques de reproduction artificielle américaine. Elles vous proposent, moyennant finance, donc on ne réduit pas du tout la question des inégalités, de choisir des profils génétiques, alors selon des critères physiques ou des critères intellectuels. Marc-Olivier Fogiel vous l'a expliqué. Et donc, en fait, vous réintroduisez une hiérarchie en choisissant selon des critères qui sont eux-mêmes hiérarchisés. Parce que, en fait, à part de très rares exceptions, une exception, la presse avait rapporté, c'était un couple de lesbiennes sourdes qui voulaient un enfant sourd. Et donc qui avait demandé d'avoir des gamètes de donneurs sourds, enfin bref. C'est compliqué parce que dans les cliniques, justement, on n'accepte pas les gamètes de personnes handicapées, soit dit en passant. Et donc, c'est très rare que des couples demandent à avoir des enfants nains, sourds, pas beaux, pas intelligents, etc. Donc, on voit bien qu'on reproduit, évidemment, les critères toujours les mêmes. Donc ça, c'est une fausse solution à l'égalité. Et donc, sur la question du droit à l'enfant, comme on ne pouvait pas dire qu'il y avait un droit à l'enfant, l'Assemblée a dû se gratter la tête assez longuement pour accoucher d'un truc qui était assez beau, qui était le droit au désir d'enfant. Ça, c'est validé. Voilà. Alors moi, je ne savais pas qu'il fallait une loi pour reconnaître un droit au désir, parce que, à ma connaissance, il n'y a personne, rien dans la réalité qui interdisait quiconque d'avoir le désir d'un enfant, évidemment. Bon. Mais en tout cas, ils ont contourné le truc. Enfin bref, vous voyez bien que par quelques bouts qu'on prenne la chose, on voit qu'on s'est donné beaucoup de mal pour faire rentrer dans un cadre qui semble être encore respectueux des principes fondamentaux, c'est-à-dire, non c'est impossible à dire, l'inaliénabilité de la personne, le respect du corps humain, enfin et ainsi de suite, sans faire des torsions dans tous les sens, des mots, des valeurs et ainsi de suite. Bon. On en revient au truc de base qui est la technologie le permet et on se bat pour que tout le monde ait accès à la technologie et c'est ça qui va devenir la norme. Et ceux qui, comme nous, refusons les téléphones portables, et ben, peu à peu la vie sociale devient compliquée. Ceux qui continueront à faire des enfants naturellement, de façon hasardeuse, acceptant éventuellement les difficultés qui sont liées à ça, seront considérés de travers, ou ça deviendra aussi obsolète, comme on disait. Là, c'est autre chose, c'est une autre perspective qui se dessine, parce que, en fait, tu expliquais qu'il y avait déjà un enfant sur 32 qui naissait par PMA. Bon, la proportion va évidemment s'accroître, il n'y a aucun doute là-dessus. Enfin, au moins dans les pays avancés. Mais les techniques vont continuer à évoluer. Tu n'as pas parlé des cellules souches. J'y arrive, c'est maintenant. Bon. Et en fait, je pense que cette pléthore d'humanité, ces 8 milliards de personnes qui sont en fait une surcharge écologique pour la technocratie dirigeante, petit à petit, elle va dépérir. Vers la fin du siècle, peut-être qu'elle va dépérir. Il va y avoir de moins en moins de naissances. La Chine va s'effondrer. La Chine commence à s'effondrer déjà, c'est déjà parti. Le Japon s'effondre, tous les pays européens s'effondrent, les États-Unis s'effondrent, la Russie, tout ça. Enfin bon, les taux de naissance sont en chute libre. Il n'y a plus qu'en Afrique et dans les pays musulmans d'Asie centrale et en Inde qu'on continue à faire énormément d'enfants. Et donc, je pense que d'une part, les progrès de la stérilité, et d'autre part, des règlements draconiens concernant la production infantile vont faire que n'importe qui ne sera pas autorisé à acheter des enfants. Il y aura des permis pour ça, ou des choses à payer, ou des examens à passer, ou je ne sais pas quoi, afin de pouvoir acheter ces enfants. Hein ? Et c'est à ça qu'aboutira l'émancipation et la reproduction artificielle pour tous et toutes.
Et donc la technocratie va instaurer un eugénisme légal extrêmement rigoureux de façon à ne pas surcharger ses propres capacités de survie en symbiose avec la machine. Là, tu parles d'un eugénisme, on va dire, autoritaire, mais il y a aussi l'eugénisme libéral. Si mon voisin ou ma voisine a un enfant amélioré, c'est presque un crime de moi faire ça naturellement. Ça, c'est dans la phase intermédiaire. C'est dans la phase où il y a encore la libre concurrence et où s'exerce une tension entre, d'un côté, l'instinct grégaire, je veux faire comme tout le monde, l'instinct mimétique, je veux être comme tout le monde, hein, tu sais, comme les ados de 15 ans. Les ados de 15 ans, dans ma génération, ils voulaient tous avoir des Clarks, des chemises à fleurs et les cheveux longs, comme les Beatles, et des pantalons pas de def. Tu vois. Bon, j'ai enfin la chemise à fleurs. Et donc, tu as cette tension entre je veux être comme tout le monde et je veux me distinguer. Et donc, l'intersection de je veux être comme tout le monde et je veux me distinguer, c'est je veux être comme tout le monde, mais à ma façon strictement singulière. Donc, comment je peux me distinguer tout en étant comme tout le monde ? C'est en ayant les cheveux encore plus longs. Enfin, c'est dans l'ordre du quantitatif. Il faut que tu aies les cheveux encore plus longs, ou bien que ton pantalon à pattes def soit encore plus osé, ou que ta mini-jupe soit encore plus osée, ou je ne sais pas quoi. Mais ça, c'est la phase intermédiaire où tu as encore une libre concurrence des agents. Le moment où ce n'est pas encore réglementé par la loi qui dit, dans l'état d'urgence écologique que nous vivons, il n'est pas possible de... Et donc, pour avoir des enfants, vous êtes prié de remplir le formulaire B3 disponible en ligne, etc. Et on va étudier votre cas. Avec le crédit social. Avec le crédit social, par exemple. C'est quoi le crédit social ? Ah pardon. Bon, le crédit social, on utilise le terme de façon rapide et un peu facile, mais tout le monde sait maintenant qu'en Chine, il y a un système de points qui est attribué à chaque citoyen et qui ensuite, via le smartphone hein, bien sûr, parce que tout est en ligne et connecté, mais va évoluer en fonction du comportement plus ou moins vertueux du dit citoyen, et donc il perd ou il gagne des points selon que il traverse bien au feu vert, selon qu'il a bien remboursé ses emprunts à la banque, selon qu'il a correctement validé son QR code pour ceci, cela, etc. Et il en perd à l'inverse. Qu'il n'est pas absentéiste au travail ou en fac. Et puis bien sûr qu'il n'est pas critique vis-à-vis du régime, mais ça va sans dire. Et puis si on descend en dessous d'un certain seuil de crédit, on voit se resserrer autour de soi les interdictions, c'est-à-dire que petit à petit, on ne peut plus avoir accès à des emprunts à la banque, on ne peut plus avoir accès à certains types de logements, on ne peut plus prendre le train, on ne peut plus avoir tel type de travail. Et ainsi, les gens sont peu à peu éjectés de la vie sociale jusqu'à ce qu'enfin ils retrouvent le droit chemin et regagnent des points. Et donc tout ceci, évidemment, semble effarant, mais on s'aperçoit qu'il y a des projets similaires en Europe avec les projets d'identification électronique, puisque pour que tout ça fonctionne, il faut que les citoyens puissent être reconnus dans chacun de leurs actes, évidemment. Et donc on a des projets d'identification électronique au niveau européen qui, évidemment, semblent prendre cette voie-là. Mais c'est un autre chapitre. C'est le chapitre sur la CNIL. Non, mais c'est le projet Safari. Non, c'est le chapitre sur Thales, le ID Wallet, les portefeuilles électroniques. À Bologne, la mairie a commencé à mettre en place un système de ce type-là. Enfin bon, c'est en train d'être expérimenté. Et évidemment, comme maintenant les gens se sont habitués à avoir des QR codes depuis la pandémie et le pass sanitaire, ça les choque plus de devoir être scanné pour ceci, cela, et donc ça permet de collecter des informations sur leur comportement, et donc d'alimenter éventuellement des bases comme ça de type crédit social. Le fait que la reconnaissance faciale soit désormais, pareil, passée dans les mœurs quasiment, enfin que ça choque plus grand monde, va permettre de développer donc des systèmes d'identification électronique
ou pour accéder à, je sais pas, un rendez-vous chez le médecin ou une inscription quelque part, la location d'un hôtel, etc. Il suffira simplement de valider son identité par le biais de la reconnaissance faciale. Et donc tout ceci permet d'alimenter ensuite des collectes de données sur les comportements quotidiens des gens liés cette fois-ci à leur identification, et ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Alors identification en termes de documents d'identité, quoi, réellement. Quoi. Voilà. Sans compter le flicage de tous par tous. Le fait que tout le monde maintenant soit incité perpétuellement à noter tout le monde. Tu vois, tu prends un Blablacar, tu es censé noter ton chauffeur, tu es censé noter tes passagers. Tu vas dans un lodge, comment dire, un gîte rural, tu laisses des appréciations, ou à l'hôtel, ou pour tout comme ça. Donc d'une certaine façon, tu reviens au village, puisque la vie au village quand même se caractérise par la surveillance de tous par tous, mais c'est le village global, et désormais c'est médiatisé par la machine. Et centralisé. Et centralisé. Pour revenir au bidouillage du vivant quand même, puisque c'est ça qui est derrière la reproduction artificielle, il y a évidemment le fait que comme on a accès donc maintenant à la matière première et que les progrès de la génétique sont fulgurants, on est passé à l'étape suivante. Et donc maintenant, le diagnostic préimplantatoire, finalement, ça aussi, ça va paraître assez rapidement low-tech, puisqu'on est passé à des structures de séquençage génétique à haut débit. C'est-à-dire qu'on a maintenant des appareils et des techniques qui permettent de séquencer massivement le génome de plein de gens, alors soit volontairement, soit involontairement, ça dépend des cas, et d'alimenter des bases de données génétiques. Donc vous savez qu'on vit à l'ère du big data et des algorithmes, donc il était évident que le domaine de la biologie et du vivant allait aussi passer par ce prisme-là. Donc de plus en plus, on a des énormes bases de données génétiques qui sont constituées, les Américains en ont un certain nombre, les Chinois en ont aussi, et donc l'avantage c'est que vous pouvez faire du big data, c'est-à-dire que vous pouvez analyser sur des très grandes masses des caractéristiques que vous ne comprenez pas forcément d'un point de vue biologique, hein, il n'est pas question de comprendre, on n'est pas du tout dans la compréhension du vivant ou quoi que ce soit. Eux, ce qui les intéresse, c'est de faire des corrélations et de pouvoir ensuite tirer des règles statistiques sur des grandes masses, et donc qui ensuite, évidemment, vont être intéressantes pour détecter éventuellement le gène de ceci, le gène de cela, etc. Et donc c'est comme ça que les Chinois ont lancé un gros programme au Beijing Institute qui est de séquencer le génome d'un grand nombre de gens qui ont un QI supérieur, avec l'objectif de déterminer qu'est-ce qui dans le génome pourrait expliquer ce QI, et ensuite c'est pas juste pour faire des beaux tableaux statistiques, hein. C'est ensuite pour pouvoir intervenir à terme, éventuellement, sur l'augmentation du QI général de la population, sachant qu'ils ont fait des corrélations entre l'augmentation du QI et celle du PIB de la nation. Donc eux travaillent là-dessus, mais aux États-Unis, il y a aussi des boîtes qui vous proposent de sélectionner des embryons sur des critères génétiques, mais de plus en plus précis et de plus en plus nombreux. Et donc, ils le font grâce à ces bases de données et au séquençage génétique de masse qui permet donc de tirer ces grandes leçons. Au passage, quand même, la France, bien sûr qu'elle ne ferait jamais ce genre de choses, quand même, avec le nouveau plan de e-santé de Macron, a monté sa propre plateforme de big data qui s'appelle le Health Data Hub, en bon français. Parce que l'argument c'est qu'il y en a marre que toutes les données génétiques partent à l'étranger, donc il faut qu'on les garde nous, et ça va stocker, ça va faire remonter toutes les données, pas seulement génétiques, hein, mais toutes les données médicales, d'où l'intérêt de vous faire un espace numérique santé où vous allez stocker sous forme numérique toutes vos données. Tout ça va être collecté pour pouvoir alimenter ensuite le fait de faire du big data en santé. C'est-à-dire, en gros, c'est lâcher des algorithmes là-dedans, ils vous trouveront bien des corrélations dont on pourra tirer des produits, des services, des médicaments, ou là, l'idée de sélectionner des embryons sur des critères génétiques précis. Donc ça, c'est
la première phase. Et puis ensuite, il y a la phase, évidemment, de la modification du génome. Alors, on sait qu'avec CRISPR-Cas9, donc les fameux outils génétiques de ciseaux, en gros, ça permet de faire ce qu'ils appellent de l'édition génétique, c'est-à-dire couper-coller dans le génome des séquences pour les réagencer autrement ou venir en insérer une autre, etc. Ça a l'air très facile à faire. Apparemment, n'importe quel bidouilleur qui a un laboratoire de biologie moléculaire, tout le monde les utilise. Bon. Au point que même les deux inventeuses, Jennifer Doudna et Emmanuel Charpentier, se sont affolées en disant « Mon Dieu, on a oublié de réfléchir aux implications éthiques. » Non, elles ont fait semblant de s'affoler. Évidemment. Sous-titre à l'attention des non-comprenants. Ceci était une blague. Elles ont dit dans la précipitation, on n'a pas pris le temps de prendre en compte les implications bioéthiques. Zut. Et alors le coup est parti, c'est trop tard. Bon, ça les a pas empêchés d'accepter le prix des transhumanistes dans la Silicon Valley, là, les 3 millions de dollars du Breakthrough Prize et un prix Nobel, tout ça, bon, bien sûr. Et donc la loi de bioéthique votée en France l'année dernière autorise l'utilisation des embryons pour faire des recherches de ce type-là, avec CRISPR-Cas9 et ce qu'on veut. Bien sûr, c'est pas pour les réimplanter, on est d'accord, mais alors bon, évidemment, on attendra une étape ultérieure. Là, on est quand même en train de parler de modifier des lignées humaines. Et c'est-à-dire que si on intervient sur des cellules germinales et qu'on les modifie, c'est transmissible à des générations futures. Bon. Tout le monde est horrifié par ça, il n'est pas question de le faire naturellement. Nous en parlerons à nos successeurs. Les Chinois, en 2018, on sait qu'il y a eu cette histoire des bébés génétiquement modifiés, les deux jumelles, donc qu'un chercheur a pris la liberté de modifier génétiquement, officiellement pour les rendre imperméables, comment on dit, enfin pour leur permettre de résister au virus du sida. On pense qu'il y avait peut-être aussi une histoire d'amélioration de QI du point de vue de la Chine, mais ça, c'est pas officiel. Alors il a été bien sûr vilipendé, condamné, emprisonné, et puis très vite libéré, et maintenant tout le monde est en train de regarder précisément, mais au fait, comment ça marche ton truc C'était pas bien. C'était pas bien, mais c'est quand même vachement intéressant d'un point de vue purement de la connaissance. Hein. Donc, les petites jumelles maintenant sont un enjeu de connaissance. Oui, c'est ça. Voilà. Elles sont suivies, elles sont. Oui. On se dispute pour savoir qui va s'en occuper. Voilà. Autre champ de recherche très prometteur, qui est validé lui aussi par la loi de bioéthique, c'est la possibilité de travailler sur la création de gamètes artificiels. Donc, pour l'instant, c'est très embêtant les procédures de PMA parce qu'on dépend quand même d'une matière première naturelle. Il faut avoir accès à des gamètes mâles et des gamètes femelles qui viennent pas de n'importe où, ils viennent de donneurs. Bon, les donneurs mâles, c'est pas trop compliqué pour eux, c'est indolore et ça peut être répété infiniment de fois, le don. Les donneuses femelles, c'est plus compliqué, c'est douloureux, ça implique des processus longs et physiquement délicats. Donc, on a du mal à en trouver. Et ça va être un problème à moyen terme, évidemment, sans compter que ça oblige encore à passer par cette épouvantable binarité, c'est tellement épouvantable qu'on ne peut même pas le dire, cette épouvantable binarité entre mâle et femelle, qui, elle aussi, voue à disparaître. Ce qu'elles appellent l'idéologie de la complémentarité des sexes. Voilà. Il est temps d'en finir avec cette idéologie naturo-normée. Et donc, les gamètes artificielles... alors Preciado, non, il y a plein de féministes qui parlent de l'idéologie de la complémentarité des sexes. Preciado parle des technologies hétéronormées de reproduction qui sont conçues pour maintenir les homosexuels dans leur infériorité. C'est un complot hétérosexuel, en fait, le fait de devoir marier gamètes mâles et femelles. Elle appelle ça une technologie. Il appelle ça une technologie. Bon, enfin bref, on viendra là-dessus. Mais là, on va se passer de tout ça, on va régler la question avec les gamètes artificielles. Donc ça consiste à partir de cellules souches qu'on appelle pluripotentes induites, en gros, qu'on peut prendre sur la peau, qu'on peut prélever sur la peau. Enfin, c'est très facile de prélever des cellules souches comme ça. Et ensuite,
à partir de manipulations. Alors ça quand même, ça réclame des manipulations génétiques, le clonage, enfin bref, en laboratoire, ça mobilise beaucoup de technologies. Mais pour l'instant, on a réussi à créer des souriceaux à partir d'ovocytes créés par cellules souches. Donc ça, c'est les Japonais qui ont fait ça. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ovocytes, quoi, au départ. Il y a eu un prix Nobel. Et je sais pas si c'est lui. Ah oui, non, c'est... Elles viennent d'où, ces cellules souches, du coup? Eh ben, elles peuvent venir de la peau, par exemple. Donc on prend une cellule dans la peau. À partir de là, on cultive ce qu'on appelle les cellules souches pluripotentes induites. Et ce qu'elles ont de bizarre, c'est incroyable, ces cellules souches, c'est qu'en fait, au départ de tous nos organes et de tous nos tissus, il y a ces fameuses cellules souches qui sont indifférenciées au départ. Et puis ensuite, elles se différencient pour produire les reins, les poumons, et ainsi de suite. Et par ces techniques qu'ils ont développées, on arrive à faire produire, à partir de cellules souches qu'on prélève donc facilement, à refaire produire des organes à volonté. Bon. C'est encore embryonnaire, si j'ose dire. C'est des technologies qui sont, mais qui sont vraiment soutenues. La preuve, puisque la loi de bioéthique, encore une fois, a validé les recherches sur ces cellules souches avec l'objectif de créer des gamètes artificiels. C'est-à-dire qu'il y a des laboratoires qui essayent de recréer des organes à partir des cellules souches. On se dit, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas recréer un foie ou je sais pas quoi, un poumon Et là, on va créer quoi? Des gamètes. Donc, ça veut dire qu'enfin, on va pouvoir se libérer de la nécessité d'avoir un porteur de gamètes mâles, une porteuse de gamètes femelles. Mais chacun pourra produire l'un ou l'autre à volonté. Donc, par exemple, les Chinois, en 2018, ils ont pris 2 souris mâles et ils les ont fait se reproduire en partant de leurs cellules souches et plus des techniques d'édition génétique et tout ça. C'est compliqué à faire. Donc enfin, on peut se supprimer cette différenciation sexuelle dans la nature. Enfin quand même, ce qui est intéressant, c'est que utiliser cette technique-là plutôt que le don et ainsi de suite, c'est quand même reproduire son propre génome, encore une fois. C'est-à-dire que 2 hommes pourraient engendrer, sans passer par le recours à une femme, avec les cellules souches, mais c'est leur propre patrimoine génétique qui est utilisé. Donc encore une fois, il y a aussi cet écho-là de la nature qui est toujours là. Bon. Donc la loi, elle a autorisé ces recherches-là, et on va aussi pouvoir faire... elle autorise aussi la création de chimères animaux-humains pour bidouiller un peu, pour faire toutes ces recherches. Enfin, c'est un peu répugnant de mon point de vue, mais bon. J'ai pas le droit d'émettre des jugements de valeur. Pour qu'on se fasse une idée, c'est quoi une chimère? Et par exemple, aux États-Unis et au Japon, ils ont pris des cellules humaines qu'ils ont mariées dans des embryons de rats ou de souris. Ils ont réussi à faire une chimère, c'est-à-dire à mélanger 2 organismes qui normalement ne peuvent pas ni se marier ni se reproduire entre eux. Et ensuite, ils ont implanté ces embryons chimériques dans l'utérus de souris ou de rats pour produire des chimères. Une chimère, vous savez, la chimère, c'est cet animal qui a une tête de chèvre, une queue de serpent et je sais pas quoi, et un corps de lion. Bon. Donc leur idée, c'est de pouvoir le faire avec des porcs, parce que les porcs sont quand même plus proches de nous à tout point de vue, je dirais. Et pour leur faire produire des organes, pour des transplantations d'organes ensuite. Vous voyez l'idée? Des magasins à organes vivants qui seraient mieux que des prothèses. Mais tu peux faire aussi des humains acéphales. Tu peux cultiver des organes humains. Alors, ils font des organes. Comment ils appellent ça? Des organicules, je crois, des petits organes en ce moment. C'est des choses. On fait des choses incroyables dans les laboratoires de biologie. Genre, c'est pas le vrai nom, mais ça ressemble à ça parce que c'est des mini-organes. Non, il y a un hul à la fin, mais bon, bref. Enfin, il faut prendre conscience du fait que dans les laboratoires de biologie et de biotechnologie, en ce moment, il se passe des choses dont on n'a pas idée. On manipule dans tous les sens. On fabrique des organes vivants, des organismes vivants, des bactéries vivantes qui sont artificielles, qui ont un code génétique qui n'existe pas dans la nature. Ça, c'est la biologie de synthèse.
on triture les virus dans tous les sens pour les rendre plus contagieux. Suivez mon regard. On s'amuse à faire des chimères génétiques entre espèces et ainsi de suite. Et c'est pas juste pour les progrès de la connaissance, une fois de plus. Tout ça a des applications. Mais c'est Sidéo. Non, Sidéo. Mais c'est Sidéo. L'imprévu. L'imprévu. Le grain de sel. Le hasard. Il fonctionne. Donc, une des applications, alors accrochez-vous, hein, une des applications possibles des gamètes artificielles, c'est donc la possibilité de fabriquer des embryons en nombre illimité. On n'a plus besoin, on n'a plus ce problème du don d'ovocytes et ainsi de suite. Là, on a juste besoin de cellules souches et on peut fabriquer des embryons en nombre illimité. Donc, cri de joie chez les transhumanistes qui saluent ce progrès en disant c'est magnifique parce que plus on a d'embryons, imaginons qu'au lieu d'avoir 29 embryons dont la moitié qui sont mal foutus et tout ça, on en produise 10 000 d'un coup. Bon. Alors on augmente les possibilités de sélection, juste de sélection, de façon considérable, mais on peut surtout fabriquer d'autres embryons et faire des générations itératives. C'est-à-dire que vous prenez des cellules souches, vous fabriquez plein d'embryons, vous choisissez les meilleurs embryons. Sur ces embryons, à partir de ces embryons, vous récupérez des cellules souches avec lesquelles vous fabriquez de nouveau plein d'embryons. Parmi ces embryons, vous choisissez les meilleurs. Enfin bon, les principes de la sélection, mais non plus une sélection au stade des individus qui existent, mais au stade embryonnaire. Et vous faites des générations d'embryons sans passer par le stade humain. C'est une économie de moyens considérable. Vous n'avez pas besoin de leur payer des... Ouais. Enfin, c'est pas une photocopieuse, parce qu'à chaque fois, la photocopieuse, en général, ça dégrade. Mais là, on améliore. Est-ce qu'on est sûr Non, en vrai, on est sûr de rien. Parce qu'on voit bien que la congélation détériore ce principe de je congèle mes ovocytes pour plus tard, et en fait, la congélation a détérioré. C'est pas très gentil pour les enfants nés de décongélation. Je pense que tu devrais faire attention à ce que tu dis. Ouais, je pense que c'est pas très gentil. Bah oui, parce que figurez-vous qu'il y a un phénomène qui s'appelle l'épigénétique. Et donc on s'aperçoit qu'en effet, il y a des études qui montrent que les embryons décongelés, après, il y a quelques petits soucis parfois. Bon, mais on s'en apercevra quand ils auront 50 ans, c'est pas très grave. Bon. Donc là, les transhumanistes sont fous de joie parce que, évidemment, on est en train de rentrer dans un processus d'amélioration par procédé itératif, c'est-à-dire de la sélection accélérée, hein, c'est ça que ça veut dire, qui va évidemment combler tous leurs vœux. Eux, leur slogan, il y en a un qui avait écrit un bouquin qui s'appelait From Chance to Choice, passer du hasard au choix. Hein. Donc c'est vraiment exactement ce qui est en train de se produire avec ces développements technologiques-là. Donc on voit bien qu'on satisfait d'un côté les revendications des ségrégationnistes, je dirais, de gens qui veulent plus que hommes et femmes se mélangent, que ça arrange qu'il n'y ait plus de mélange hommes et femmes. Pour des sexistes, quoi. Ouais, mais là c'est quasiment ségrégationniste. Enfin, je veux dire, chacun se reproduit dans son coin. Hein, on se mélange plus. C'est l'apartheid. Les hommes ont qu'à se reproduire entre eux, les femmes ont qu'à se reproduire entre elles. Bon. Apparemment, c'est plus facile pour les femmes. Mais elles ne peuvent avoir que des femmes. C'est quand même génial. Bon. Bah, XX, elles n'ont pas le chromosome Y. Bon. Ça vient flatter les revendications de ce côté-là. Et puis de l'autre côté, évidemment, les désirs d'amélioration transhumaniste, là, par la voie génétique, cette fois, c'est pas la voie de l'hybridation avec des prothèses machiniques, c'est la voie génétique. Là, il y a des potentialités énormes. Et tous les transhumanistes, y compris
de gauche, ceux qui appartiennent par exemple à l'association internationale transhumaniste, l'AFT. Non, l'AFT, c'est les Français, pardon. Mais les technoprog, association française transhumaniste, mais qui se rapprochent des technoprogressistes américains. Ils saluent ces progrès parce que c'est aussi des avancées du droit des homosexuels et des queers. Ça, c'est vraiment, ils font bien attention à toujours rappeler à quel point leurs intérêts sont convergents. Ils l'ont même théorisé. Le transhumaniste américain qui s'appelle James Hughes, il a élaboré toute une cartographie des mouvements. Lui, il distingue les bioprogressistes et les bioconservateurs. Et il dit que dans leurs alliés, il faut absolument qu'ils s'allient avec les mouvements queer parce que il va de soi que la post-humanité sera, comme il dit, post-gender. Et pourquoi ? Parce qu'on aura recours à la technologie pour produire les générations suivantes. Et donc, on passe de la naissance, qui est donc le mot naître qui vient du mot nature, donc qui est cette inscription dans l'histoire naturelle des générations successives, à la fabrication et à la production en laboratoire. Si on veut être pointilleux, on pourrait dire que ces gens ne veulent pas détruire les genres, les stéréotypes sexuels associés au sexe, mais le sexe lui-même. Mais ils veulent détruire ce qui fait le vivant, c'est-à-dire la mort et la sexuation. Ce qui caractérise les êtres vivants, c'est qu'ils sont sexués et mortels. C'est exactement les deux choses qu'ils veulent détruire. Non, mais le sexe, tu veux dire les rapports sexuels ? Non, la sexuation. Le sexe biologique. En tant que distinction fondamentale de... Oui, ok. Voilà. Donc c'est exactement les deux choses qu'ils veulent détruire. Ce sont les fondements c'est ce qui définit un être vivant, les êtres vivants en général. Sexuation et le fait d'être mortel. Donc c'est les deux combats qui veulent mener et ils ont leurs alliés objectifs dans les mouvements qui militent pour la reproduction artificielle de l'humain. Biophobie, eugénisme, transhumanisme, c'est justement ce qu'on finira d'approfondir vendredi prochain dans le 17e épisode qui fait suite aux 3 précédents, afin de conclure notre chapitre consacré à la fabrication industrielle des humains. C'est la fin de cet épisode, merci pour votre écoute, votre soutien et vos partages. Si vous voulez approfondir la critique de l'eugénisme et du transhumanisme, lisez les 2 livres de PMO, Alerter les bébés et Manifeste des chimpanzés du futur. À la semaine prochaine sur Floraison. Si l'on veut vraiment combattre toutes les dominations, hiérarchies, inégalités, discriminations, exclusions, il faudrait au premier chef se dresser contre la plus puissante, la plus menaçante et la moins réversible des dominations, le techno-totalitarisme. Ni techno-dieu, ni technomètre, vive la liberté et vive l'anarchie.